Si tu es en troisième et que tu crois que les congés payés ça a toujours existé, alors il faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la crise qui ébranle la France et la Troisième République durant les années 30. L'objectif pour vous est que vous soyez capable de décrire les conséquences de cette crise ainsi que les mesures prises par le gouvernement en place lors de cette période très troublée. Alors pour commencer, il faut bien replacer les événements dans leur contexte. Au début des années 30, la France est dans une situation économique très compliquée. En effet, elle et d'autres pays européens subissent de plein fouet une crise économique majeure partie des États-Unis quelques années plus tôt, qui a fini par impacter le monde entier. Sans rentrer dans les détails, les fermetures d'usines se multiplient, les salaires baissent et le taux de chômage explose. Cela nourrit donc un fort mécontentement de la population vis-à-vis des dirigeants politiques qui ne trouvent pas vraiment de remède à cette crise économique et qui sont en plus décrédibilisés par plusieurs scandales de corruption. Profitant de ces troubles et de cette faille, certains groupes politiques appelés des ligues d'extrême droite décident d'organiser pour février 1934 des manifestations. Ils dénoncent les dirigeants politiques qui gouvernent le pays, et pour eux la France est en péril. Si la France est en péril, c'est à cause de la démocratie qui ne fonctionne pas, et c'est à cause de façon générale des étrangers qui vivent en France, et plus particulièrement d'une population ciblée, les Juifs. En d'autres termes, ce sont des groupes politiques qui sont xénophobes, particulièrement antisémites, mais aussi antidémocratiques, car ils aimeraient bien instaurer en France un régime autoritaire qui s'inspirerait du régime fasciste que l'on trouve en Italie ou du régime nazi dirigé par Hitler du côté de l'Allemagne. Le 6 février 1934, une manifestation massive dégénère en émeute lorsque les ligueurs décident de prendre le chemin de l'Assemblée nationale et de tenter d'envahir les murs. On compte pas loin d'une quinzaine de morts et plusieurs milliers de blessés lors de cette journée. Cet épisode ébranle profondément la France. Face à cette menace, et pour la contrer, les partis de gauche qui, eux, sont opposés aux ligues d'extrême droite, décident d'organiser, pour le 12 février 1934, une contre-manifestation, afin de défendre la démocratie et de protéger les libertés. Au sein des manifestants du 12 février 1934, qui est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve tout d'abord les membres du Parti communiste français, qui, eux, s'inspirent de la révolution communiste qui a eu lieu en Russie quelques années plus tôt, et qui aimeraient bien instaurer un régime communiste sous le modèle de ce qui se passe en Union soviétique. On trouve les socialistes qui, eux aussi, défendent les droits sociaux des travailleurs et des ouvriers, mais en passant par la réforme et non par la révolution armée comme les communistes. Et enfin, on trouve aussi ceux qu'on appelle les radicaux qui, attention, portent mal leur nom, puisqu'en réalité, ils correspondent plus ou moins aux centristes de l'époque. Les trois partis que je viens de mentionner décident alors de créer une alliance appelée le Front Populaire dans le but de gagner les élections législatives, c'est-à-dire les élections des députés français, qui auront lieu au mois de mai 1936. Le 3 mai 1936, les résultats tombent. Le Front Populaire est largement vainqueur des élections puisque les communistes, les socialistes et les radicaux obtiennent l'équivalent de 369 sièges de députés à l'Assemblée. Ils sont donc largement majoritaires. En conséquence, le président de la République de l'époque nomme alors pour Premier ministre l'un des leaders du mouvement. Il choisit le chef du Parti socialiste, Léon Blum. Pour les classes populaires, et notamment pour les ouvriers, c'est évidemment un événement énorme, puisque pour la première fois de leur histoire, vous avez le Parti socialiste, c'est-à-dire un parti qui les représente et qui les défend, qui est porté au pouvoir. Mais ils ne veulent pas se laisser endormir. Ils organisent alors des grèves. Vous allez me dire, mais des grèves, normalement, c'est quand on n'est pas content, c'est quand on veut s'opposer à la politique menée par un gouvernement. Oui, bah justement, ils sont contents, mais ils font grève quand même. C'est pour ça qu'on appelait ça des grèves joyeuses. En fait, c'est un moyen de mettre la pression au gouvernement de Léon Blum. Une façon de dire, on a voté pour vous, vous êtes au pouvoir, et donc maintenant, à vous de tenir vos engagements. Et bien justement, les classes populaires ne vont pas être déçues par les mesures prises par ce nouveau gouvernement. Le gouvernement du Front Populaire, donc composé de socialistes, de communistes et de radicaux sous la présidence du Premier ministre Léon Blum, avec les syndicats, négocient donc avec le patronat et obtiennent d'énormes avancées sociales appelées les accords Matignon. L'augmentation des salaires, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs et la mesure peut-être la plus emblématique, les 2 premières semaines de congés payés.
Et oui, les semaines de vacances payées, ça n'existait pas à l'époque, et pour une grande partie de la population, c'est donc la première fois qu'il est possible de partir en vacances lors de cet été 1936. Voilà, avec la victoire du Front populaire, la France n'a donc pas basculé dans un régime autoritaire ou totalitaire, comme ça a pu se passer du côté de l'Allemagne ou de l'Italie, et ce malgré la menace des ligues d'extrême droite. Cela dit, cet épisode très troublé a révélé les profondes fractures au sein de la société française dont il faudra absolument se souvenir pour la suite du programme. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!